placer le budget du département de la Gironde dans un environnement économique plus général, qui est celui du contexte national dans lequel nous évoluons. Alors non pas pour décrire les enjeux nationaux, on sait ici qu'on est en Gironde, mais bien pour mesurer et mieux mesurer l'impact de cette situation nationale sur notre budget. Et vous verrez que ce n'est pas du tout un artifice dans la mesure où cette situation nationale, nous le pensons, pèsera très lourdement sur les allocations sociales. En effet, je suis dubitatif lorsque vous évoquez le contexte dans lequel le gouvernement a présenté le projet de loi de finances 2016 avec des hypothèses de croissance du PIB à 1,5%, anticipant sur une reprise et une inflation modérée. Les collègues et moi-même n'entrevoyons pas, mais ça ne vous surprendra pas, le signe de cette reprise, au moins sur le terrain. Les chiffres du chômage continuent une progression inéluctable et nous savons à quel point la dégradation sur le front de l'emploi pèsera sur notre budget solidarité. J'aurai l'occasion de le rappeler quand on parlera des allocations de RSA. Nous scrutons toujours attentivement l'inversion de la courbe du chômage depuis 2012, mais elle ne vient pas. Monsieur le Président, vous avez avoué en novembre dernier avoir changé d'avis sur les agences de notation et pour nous annoncer la bonne nouvelle de Standard & Poor's. Alors, je reprends à mon compte cette fois-ci l'analyse de Moody's du 8 décembre dernier, qui confirme bien que les perspectives des collectivités territoriales françaises et de notre pays sont négatives, je cite, liées à la faible croissance économique et à la réduction des dotations de l'État. Permettez-moi aussi de revenir quelques instants sur ce contexte des finances départementales avant de m'attaquer directement au budget primitif, ou en tout cas de décortiquer le budget primitif qui nous est soumis. En effet, les finances départementales, globalement dans notre pays, c'est-à-dire l'ensemble des départements concernés, sont fortement marquées par un effet de ciseau lié à une progression mesurée des recettes de fonctionnement, une croissance soutenue des dépenses de fonctionnement sous l'impulsion des dépenses d'intervention sociale, ainsi qu'une hausse des dépenses de personnel. Tout cela avait été dit lors du débat d'orientation budgétaire, mais je souhaitais le rappeler. Cet effet de ciseau se traduit par une baisse rapide de l'épargne brute des départements. Et c'est un fait important car une grosse partie de mon intervention sera fondée sur notre capacité ou les difficultés que nous aurons à réaliser cette épargne brute, qui est au centre de l'équilibre du budget qui nous est soumis. L'investissement connaît aussi une baisse marquée dans notre pays. Donc, les résultats de cet effet de ciseau ont des conséquences importantes sur la gestion de l'ensemble des départements. Elle impacte aussi les encours de dette pour un certain nombre de départements. Et j'essaierai de vous démontrer, mes chers collègues, que cet effet de ciseau, ou en tout cas que le département de la Gironde, n'échappera pas, ou n'échappera que partiellement à ces effets de ciseau que je viens de décrire, rendant difficile, pour ne pas dire de notre point de vue impossible, la capacité de dégager 100 millions d'épargne brute. Vous rappelez, dès les premières lignes de la délibération, et Jean-Marie Darmian nous l'a présenté, parce que c'est la réalité, comme étant fondateur de la méthode qui a été employée pour construire ce budget, la volonté de dégager donc une épargne brute de 100 millions d'euros par an, premier point, la nécessité ou la volonté de maintenir une capacité d'investissement de 200 millions d'euros, un peu plus, on les fait, la volonté de maintenir les niveaux de désendettement en deçà des seuils d'alerte, je reprends ces données-là parce que je crois que c'est ce dont il s'agit, et la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement structurelles du département. Alors ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder, sur une méthode classique, nos dépenses de fonctionnement. Et je dis à Jean-Marie Darmian très directement, je ne vais pas aller sur les lignes qui sont des lignes qui, en volume, ne présentent pas beaucoup d'intérêt pour l'analyse. On pourrait discuter de telle ou telle ligne. Je suis entièrement d'accord avec ça, en tout cas entièrement d'accord avec l'approche. Ce n'est pas sur ces lignes qu'il faut aller regarder, en tout cas ce n'est pas comme ça que j'ai construit mon intervention. J'irai directement sur le poids des allocations sociales. En matière de dépenses, celles qui retiennent notre attention sont donc les dépenses sociales,
puisque le budget primitif de solidarité, le BP 2016, les dépenses de solidarité humaine, c'est 441 millions d'euros consacrés au financement des AIS. Alors je vais les détailler et je vais vous dire pourquoi je ne pense pas, et nous ne pensons pas, que vous réussirez, que nous réussirons à faire 100 millions d'épargne brute. Concernant le RSA, j'ai repris non pas des comparaisons de BP à BP, et je tiens à le dire parce que là la méthode est foncièrement différente. Et j'ai repris les derniers comptes administratifs, ces 3 dernières années, et la DM2. Alors évidemment, on n'arrive pas tout à fait au même résultat. J'estime que la méthode que je propose est une méthode plus fiable en matière d'analyse des dépenses, puisqu'elle est fondée sur des chiffres qui sont enregistrés et réalisés. Allocation du RSA, vous prévoyez donc une augmentation compte tenu de RSA. Moi, j'ai repris les chiffres des dernières années. 10,9 en 2013, 10 en 2014, 9 en 2015. Et je considère que la somme qui sera dévolue au RSA ne suffira pas. Voilà. Je considère qu'elle ne suffira pas pour plusieurs raisons. La première, puisque j'essaie d'être logique, c'est que le contexte national dans lequel nous évoluons ne va pas porter le RSA à baisser. On peut avoir une vraie divergence là-dessus. Après tout, ce sont les faits qui nous diront si je me trompe ou pas. Mais je considère que le taux de chômage continuera de peser pendant cette année sur les dépenses de RSA. Donc je pense qu'elles ne seront pas contenues. Je pense que la dépense de RSA qui nous est proposée, en tout cas l'augmentation qui nous est proposée, sera nécessairement dépassée si vous atteignez, et si nous atteignons, ce qui est un objectif commun, la volonté de faire entrer dans le cadre de l'accès au droit un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui exclues du dispositif. Donc j'essaye d'être cohérent. Et si nous réussissons dans cette politique, elle aura nécessairement un impact sur les dépenses de RSA. Je considère qu'aujourd'hui, tout cela ne figure pas dans le BP tel qu'il nous est présenté, en tout cas pas dans les volumes qui seront ceux auxquels on peut s'attendre, et après tout, tant mieux si on réussit sur cette politique. Je laisse de côté les scories liées à la fraude, puisque j'essaye d'être cohérent dans les volumes. Donc je considère que ce n'est pas la lutte contre la fraude qui va inverser les dépenses de RSA. Globalement, si je me réfère à mon analyse avec les 3 derniers chiffres sûrs et certains que j'ai, en reprenant des moyennes de hausse sur les dernières années, j'évalue à 9,7%. Autrement dit, pour moi, il manque à peu près 8 millions d'euros sur cette ligne du RSA. Bon, l'estimation, hein, mais... Si je poursuis sur les dépenses sociales, APA et PCH. Sur l'APA, Jean-Marie Darmian a souligné le fait qu'on s'attendait à voir l'APA exploser et que globalement, elle n'a pas explosé. Mais en reprenant, selon la même méthode, puisque j'essaye aussi d'appliquer une méthode à mon propos, en reprenant les dépenses de l'APA 2013, 2014, 2015, il me paraît très hasardeux d'afficher une prévision à moins 0,2 sur l'APA. Je pense qu'on ne tiendra pas cette prévision. Autrement dit, sur cette dépense importante d'allocation sociale, comme sur la précédente, je considère que le niveau de dépense qui nous est présenté est inférieur à ce que sera la réalité. Si je reprends la moyenne des 3 dernières années, j'arrive aux alentours de 1%. D'accord ? 1%, ça ferait à peu près 1,5 million d'euros, 1 million d'euros de plus sur l'APA. Donc deuxième poste d'allocation sociale, sur lequel je considère, Monsieur le Président, que les niveaux de dépenses qui nous sont présentés ne sont pas conformes à la réalité de ce qu'on pourrait prévoir sur ces dépenses. Je rappelle, il s'agit bien des principales dépenses du département. Troisième niveau de dépenses, la PCH. J'applique la même démarche, vous avez compris maintenant la nature de mon propos, et si je reprends les 3 dernières années, il me semble que là aussi, plus de 2 sur la PCH, c'est vraiment avoir minoré la dépense. Moi, je suis plutôt sur une évolution aux alentours de 6,4. Là aussi, si j'applique cette évolution, hein,
qui n'est que la traduction de l'évolution des 3 dernières années. Alors après, la méthode peut être contestable, mais au moins elle a le mérite de poser les véritables enjeux. Si j'applique donc cette méthode, il manquera 3,1 millions d'euros. Cela veut dire très clairement, Monsieur le Président, qu'au moment où nous sommes amenés à nous prononcer sur ce BP, je considère que les recettes, les dépenses de fonctionnement de ce département ont été minorées. RSA à peu près 8 millions d'euros, à part 1 million d'euros, PCH 3,1, à minima, je dis bien à minima selon nous, 12,1 millions d'euros. C'est là, bien évidemment, que se fonde une grande partie de la critique que j'adresse à ce BP, puisque cet élément est un élément central qui conditionne notre capacité à dégager nos 100 millions d'épargne brute. Toujours dans les grands postes de dépenses, puisque j'ai dit que je m'intéresserais aux grands postes. Donc j'ai pris les allocations sociales, masse salariale. Sur la masse salariale, vous l'avez dit, vous nous proposez une évolution à 1%. Une évolution de BP à BP, 1%. Je me pose des questions sur la méthode. J'ai beaucoup entendu parler d'agenda social, de dialogue social. Alors la volonté, c'est pas de mettre le feu à l'institution non plus. Je comprends qu'il y a nécessité de discuter avec un certain nombre d'organisations représentatives du personnel, que tout cela doit se faire dans la concertation. Mais je n'ai pas entendu beaucoup parler des problèmes d'absentéisme, des problèmes de remplacement par rapport au départ en retraite, beaucoup de propos sur les redéploiements. Moi, je considère que les redéploiements ne produiront pas nécessairement des économies sur la masse salariale. Hein. Certainement, ça nous permettra d'ajuster nos moyens par rapport aux besoins qui sont comment dire, de service public, mais sans doute pas de baisser la masse salariale. Même si, je l'ai dit, je sais que la marge de manœuvre est ténue, et que je ne suis pas partisan, le groupe du Giron d'Avenir n'est pas partisan d'une application, Dominique Vincent l'a rappelé, mécanique, qui consisterait à couper de façon aveugle ou à déterminer des processus de non-remplacement à la retraite totalement déconnectés des réalités. Peut-être que ce qui aurait été de nature à nous rassurer sur ce poste de la masse salariale, qui est un poste important, était de négocier ou de discuter, bien Régine nous dira peut-être ce qu'il en est, sur des objectifs réels de maintien ou de baisse de la masse salariale qui seraient discutés, négociés avec les syndicats. Concernant les recettes de fonctionnement, donc j'ai parlé des dépenses de fonctionnement. Concernant les recettes de fonctionnement, il ne vous étonnera pas que je rappelle ici, ça a déjà été fait, mais après tout, c'est aussi la réalité dans laquelle on évolue, la baisse sensible, forte, au titre du redressement des comptes publics qui nous est infligé par l'État. Je rappelle que le gouvernement continue donc d'être sourd aux demandes des élus locaux, demandes que nous avons nous-mêmes formulées ici dans l'unanimité par rapport à cette baisse, et donc, bien évidemment, nos recettes de fonctionnement sont très fortement affectées par cette baisse. Je voudrais ouvrir à l'instant où je parle de cette baisse une précision. Monsieur le Président, quand hier ou aujourd'hui encore vous parlez de fiscalité, vous ramenez toujours la question de la fiscalité à celle de l'investissement. Alors, c'est sûr que c'est plus positif de présenter la fiscalité au regard de l'investissement, mais on pourrait tout aussi bien, avec un autre regard qui peut être celui de l'opposition, considérer que la fiscalité supplémentaire qui ne manquera pas d'arriver est aussi liée au désengagement de l'État. C'est une autre vision des choses. Bien évidemment, ce qui a retenu notre attention, mais ça ne vous surprendra pas non plus, c'est l'augmentation de la taxe sur le foncier bâti. Alors on avait eu un doute à un moment des orientations budgétaires, je vous en ai fait part, je me dis tiens, peut-être qu'il n'y aura pas de recours à la fiscalité. Bon, je crois qu'aujourd'hui les choses sont claires, elles ont été dites d'ailleurs, hein. Il y aura recours à la fiscalité. Nous savons, même s'il y a encore un suspense quant au taux, nous savons en tout cas qu'il augmentera, et qu'il augmentera quand même sensiblement. Parce que j'ai regardé les bases, l'évolution des bases des 3 dernières années, on est à peu près 3,8, je ne me suis pas trompé, donc ça veut dire que le taux sera nécessairement un taux qui va augmenter fortement. Je remarque, et c'est un élément important aussi dans la relation avec nos concitoyens, que certes il y a des besoins de services, mais il y a aussi aujourd'hui un alourdissement de la fiscalité, qui est un alourdissement qui est inquiétant dans ce pays, et que je considère être aussi partiellement ou parfois totalement lié au désengagement de l'État.
À partir du moment où j'estime que les dépenses de fonctionnement, notamment sur la partie des allocations sociales, sont nettement inférieures à ce qu'elles seront réellement, ça pose la question de nos capacités à dégager 100 millions d'euros d'épargne brute. Je rappelle, j'ai dit hausse de la PCH, hausse du RSA, hausse de l'APA. Pour nous, le niveau d'épargne brute s'établirait plus sûrement aux alentours de 78 millions d'euros. Soit un recul par rapport à 2015, avec un taux d'épargne brute à 5,3%. Autrement dit, nous constatons, ou en tout cas nous prévoyons, que le taux d'épargne brute se dégradera sur ce budget et que nous serons nécessairement amenés à rediscuter de la question des 100 millions d'euros d'épargne brute, qui ne nous semble pas réaliste en l'état actuel du portrait que j'ai dressé des dépenses sociales. J'ai un propos sur l'investissement, mais je crois que c'est évidemment très important. Loin de moi l'idée de dire que la question des investissements n'est pas importante. Mais ce que je voulais, dans le cadre de ce débat budgétaire, avoir comme échange, c'est plutôt un échange sur notre capacité à mobiliser pour investir. En fait. Et le message que je voulais vous faire passer, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est que, compte tenu de ce que j'ai souligné par avance, j'aimerais penser que nous tiendrons notre politique d'investissement, mais je pense que nous aurons des difficultés à boucler cette politique d'investissement, eu égard à la dégradation du taux d'épargne brute. J'ai essayé de démontrer qu'elle allait se dégrader. À partir du moment où l'objectif de maintenir l'épargne brute de 100 millions d'euros ne sera pas atteint, en raison de la hausse des dépenses de fonctionnement, qui, je considère, ont été manifestement minorées et volontairement minorées dans ce BP, en raison aussi de la dégradation donc, des conditions économiques dans lesquelles nous évoluons, je pense que nous ne pourrons pas réaliser ce BP dans les conditions telles qu'elles nous ont été présentées, en raison donc prioritairement de cette question de dépenses minorées. Et dans ce contexte, nous indique, Monsieur le Président, que nous ne voterons pas le BP qui nous est soumis. Nous voterons contre, plus exactement.